Bonjour à tous, merci de me recevoir. On va prendre l'homme avec un grand H, si vous voulez bien, surtout dans cet hémicycle. On va parler des humains, parce qu'il me semble qu'ils sont largement féminins aussi. Et parler de biodiversité, pour reprendre ce que disait Pascal Pic, c'est peut-être en effet revenir à la connaissance qu'on en a. Alors il faut être très humble. L'écologie, la biologie, ce sont des sciences relativement jeunes finalement. Là, je vous ai repris une petite planche qui date d'il y a pas de quelques siècles seulement, où on imaginait au départ que quand un arbre perdait ses feuilles, qu'elles tombaient dans une rivière, ça donnait naissance aux poissons. Et si les feuilles tombaient sur la terre, on avait des canards et autres oiseaux qui naissaient. On a fait beaucoup de progrès depuis. On a travaillé en biologie, en écologie. Et puis, comme le disait Pascal, Darwin nous a mis ça un peu en musique, un peu autrement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, qui est le schéma de la radiation évolutive. Donc, vous avez plusieurs individus. Vous savez tous que quand vous vous reproduisez, vos enfants ne vous ressemblent pas tout à fait, même si ils ont vos capacités, vos qualités et défauts, ils sont tous différents. Ils feront des couples différents. Et petit à petit, la diversité fait que les individus s'éloignent les uns des autres et on finit par définir des espèces, ce qui est complètement arbitraire de notre point de vue pour pouvoir classer les choses. On aime bien classer, ranger, maîtriser. De fait, il n'y a qu'une dynamique évolutive. Il n'y a que des proches en proches qui parfois s'éloignent tant qu'on finit par faire des groupes d'espèces. Mais on est dans un continuum du vivant et dans une adaptation, une adaptabilité à des changements. Comme le disait Pascal, ces changements s'accélèrent aujourd'hui, vous le savez tous, et on y participe largement, ne serait-ce que par notre installation. On est devenu une espèce qui s'implante sur les territoires de façon très large. C'est l'urbanisme, c'est la transformation des milieux. On se nourrit à grande échelle et donc on a tendance à transformer des milieux à une échelle assez considérable, y compris à l'autre bout de la planète. Ça, ce sont les champs de soja transgénique en Pampa argentine qui alimentent à peu près tout bovin européen qui reste les pieds dans une étable toute la journée. Et puis, à miter ainsi tous les écosystèmes, on finit par faire de la place aussi du vivant qui est capable de s'adapter, et parfois de s'adapter plus vite qu'on ne l'imagine. Quand vous transportez une espèce, en général, elle ne pourra pas survivre, elle n'aura pas ses proies, elle n'aura pas ses congénères. Et puis parfois, tout d'un coup, au contraire, elle trouve une opportunité. Et cette jolie plante, qui est une jacinthe d'eau, au Brésil, ne posait de problème à personne. C'est aujourd'hui le premier gros fléau des grands lacs africains. Elle étouffe tous les lacs d'Afrique, simplement parce qu'on l'a trouvée jolie, on l'a ramenée en Afrique du Sud pour décorer un plan d'eau dans un jardin. Et par ce pouvoir d'adaptation du vivant, d'évolution à chaque niveau de reproduction, elle a changé de mode de reproduction, elle est devenue clonale. Et maintenant, on ne sait plus quoi en faire et on essaie de développer des activités humaines, mais ça ne suffit pas. Parce que le milieu est imité, parce qu'il y a de la place et que les autres espèces, finalement, ne sont pas là pour donner une robustesse au système. Et puis, vous le savez, il y a, même si on les a sur les t-shirts de nos enfants ou dans les chambres des miens, on a toutes ces espèces qui sont en train de disparaître, qui peuvent en effet disparaître. D'autres espèces ont disparu avant, mais c'est aussi notre patrimoine, c'est aussi notre imaginaire, c'est aussi des écosystèmes qui sont derrière. Et peut-être que ça nous concerne. Et qu'il est donc question de se réancrer dans ce vivant, dans cette adaptation, comme le dit Pascal, de ne pas être qu'alarmiste, comme j'ai tendance à l'être là, mais d'être aussi positif et de savoir s'émerveiller de ce que le vivant peut nous apprendre. Si vous allez sur un territoire d'une de nos intervenantes tout à l'heure, à La Réunion, et que vous passez après une éruption volcanique, vous aurez un paysage de ce type-là. Si vous revenez quelques temps plus tard, c'est ce paysage-là que vous trouverez. Et il n'est pas sorti de nulle part, ce paysage. Ces plantes n'ont pas pu pousser toutes seules. Il y a eu un certain nombre d'individus qui sont passés par là, qui ont participé aussi à la capacité du milieu à accueillir le vivant et à un certain vivant d'accueillir un autre vivant. Les premières graines de graminées vont structurer le sol. Vous avez des graines plus grosses qui vont être apportées, qui pourront alors se développer parce qu'il y aura de l'humus, parce qu'il y aura une structure du sol. Et vous avez un certain nombre de petits individus qui, pour se nourrir, pour vivre, vont participer à l'émergence finalement d'un milieu qui est complètement tissé d'interdépendance.
Quand vous étiez petit, on vous a appris la prédation, on vous a parfois appris quand même aussi la compétition. Ça, en général, on s'arrête là dans le bouquin de Darwin. Si on veut bien aller un peu plus loin, le chapitre d'après, c'est la coopération. Le seul vivant qui arrive à survivre, c'est celui qui sait coopérer. Et comme le disait Pascal, vous avez du microbiote, on en parle de plus en plus dans vos intestins. On vous parle aussi des plantes beaucoup en ce moment, enfin les arbres et l'interdépendance du végétal et notre interdépendance commence à être bien diffusée. Donc cette coopération, elle nous est vitale et ça nous permet en fait de nous réinscrire dans une dynamique. Alors, il a parlé d'ARN, moi je vous ai mis la photo de l'ADN, c'est la première molécule qui a été capable finalement de s'autorépliquer. On est à près de un peu moins de 4 milliards d'années de cela. Et si vous regardez le vivant, eh bien, il y a eu du coup émergence d'un certain nombre de micro-organismes, d'organismes aquatiques. Les végétaux se sont diversifiés. Ça a permis à d'autres organismes aussi de participer à ce système. Et petit à petit, on s'est rapproché d'espèces qui nous sont finalement vitales aujourd'hui et dont on a besoin viscéralement, en oubliant peut-être parfois que tout cela, et on n'est pas loin de Jussieu, un professeur le disait, celui qui a finalement invité l'écologie en France, Robert Barbeau, on est tous pris dans le tissu vivant planétaire. On est dans ce tissu, y compris les êtres humains, on en est complètement dépendant. Et ce tissu, plus il est mité, plus il est fragilisé, et d'abord pour nous. C'est nous aussi qui sommes dans ce tissu fragilisé. Donc il s'agit de reprendre notre place dans ce système évolutif, déjà en ayant conscience, et puis en ayant beaucoup d'humilité sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, peut-être aussi revisiter le principe de précaution en se souvenant que voilà, on ne sait pas grand-chose finalement, mais par contre on est responsable, puisqu'on sait un minimum de choses et on doit faire partie de cette dynamique évolutive. Et par exemple, voilà, quand vous avez des produits, puisque vous travaillez sur des produits cosmétiques, ne pas oublier que derrière, il y a un milieu, il y a des écosystèmes, il y a des petites choses qui ne sont pas dans les lignes comptables de vos fournisseurs et qui font ça juste pour elles-mêmes, mais ça nous arrange bien. Et puis, il y a d'autres personnes qui participent aussi. Donc, c'est toute une chaîne de valeur pour finir, finalement, comme vous le disiez, sur nos étagères de salle de bain. C'est la même chose aussi pour d'autres individus, comme ça, auxquels on ne pense pas. Donc, les chauves-souris sont frugivores, participent aussi à la pollinisation. Au passage, ça permettait de ne pas mettre que des abeilles sur une slide, de diversifier un peu les pollinisateurs. Et puis, on a eu cette capacité de sélectionner des espèces vivantes qui nous paraissaient mieux adaptées à nos besoins, qu'elles soient animales ou végétales. Et au quotidien, on en dépend. Alors, on a parlé des services écosystémiques qui pouvaient être rendus par la nature. Elle ne nous rend rien, on ne lui a rien prêté, par contre, on les prélève. Mais on les prélève en oubliant parfois que la biodiversité, elle a d'abord besoin de ces services pour elle-même. C'est ce qu'on appelle les services d'autorégulation, les services supports. Et il est question de s'en souvenir et de se souvenir que derrière tous ces produits qu'on a au quotidien, il y a toute une chaîne, il y a des paysages. Derrière votre assiette, il y a un paysage, il y a une certaine agriculture. Derrière vos produits cosmétiques, il y a des paysages. Et ces paysages, ils sont habités d'autres humains, et puis de végétaux et d'animaux. Et donc, il me semble que si la biodiversité peut paraître un sujet d'abord biologique, de biologie qui intéresse les scientifiques, ça devient très vite un objet économique. On l'a pour preuve ici. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça parce que la question est de savoir quelle société on veut pour demain et c'est cette biodiversité qui la sous-tend. Je ne sais pas lequel vous préférez. Moi, je préfère celui d'en haut, même si c'est très important qu'il inspire de l'art des rues. Mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on donne comme possible. De la même façon, les pollinisateurs, quels qu'ils soient, posent question. Il y a des endroits quand même où ils ne sont plus là et où ils sont remplacés de façon tout à fait tangible par des humains au pinceau. C'est beaucoup moins efficace en termes de pollinisation, c'est beaucoup plus cher pour la société aussi. Pour le coup, ça a un coût, ça rentre dans la comptabilité. Il s'agit de savoir quel avenir on partage sur cette planète qui est finalement toute petite. Et la biodiversité
un autre grand monsieur qui s'appelait Jacques Weber, qui était économiste, anthropologue, avait tendance à la résumer par une définition qui peut paraître un peu compliquée, mais qui est en fait très simple quand on entend ce qu'elle dit. La biodiversité, ce n'est pas la collection des écosystèmes, des espèces et des individus ou des gènes. La biodiversité, c'est la multiplicité des interactions entre organismes, quels qu'ils soient, y compris vous, y compris vos organisations, y compris les organisations des termites, dans des milieux en changement. Et c'est ce que Pascal Pic rappelait, on est sur une question d'évolution et d'adaptation à des changements qui sont drastiques, qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus importants. Donc la biodiversité, c'est aussi un choix social et un choix éthique. Qu'est-ce qu'on dessine comme possible pour demain ? Et c'est finalement comment on partage ce vivant, comment on s'insère dedans, comment on évolue avec. Et j'ai tendance à dire que même si on n'a pas conscience de ce bien commun et de cette interdépendance, on doit de toute façon aujourd'hui devenir altruiste par égoïsme, parce qu'on en dépend vitalement vis-à-vis du vivant en général, mais aussi on le partage avec les humains d'aujourd'hui et ceux de demain. Et moi, j'aimerais beaucoup que cette planète reste humaine, ne serait-ce que pour mes enfants, et qu'il y ait encore des éléphants. Merci. Bravo.